Les gilets jaunes vont battre le pavé des deux mains et aussi occuper l'espace comme ils le peuvent. Blocage prévu sur les autoroutes, sur les grands axes routiers, sur le périphérique parisien, mais aussi au rond-point. Il y a plusieurs actions qui sont prévues, qui sont peut-être encore à définir dans certains territoires. Nous verrons à quoi tout cela ressemble demain. En tout cas, 1500 actions qui sont schématisées, représentées, vous le voyez, par ces petits gilets, micro-gilets qu'on a dessinés sur cette carte de France qui décidément paraît bien remplie. Toujours avec nous Christine Kelly, Isabelle Verhamasson, Bruno Cotresse et Gabriel Siri pour commenter cette mono-actualité du week-end, il faut bien le dire. On mesurera bien sûr à 7h demain à peu près le succès de l'opération. Ce qu'il faut évidemment, c'est à tout prix éviter les débordements et les casses potentielles de fin de cortège, de fin de manifestation, parce que en cela, ça pourrait être l'échec finalement de l'opération. On lira l'échec ou la réussite de ce mouvement, à la fois bien sûr pour son ampleur, sa durée, ce qu'on disait tout à l'heure, mais évidemment sa tenue. C'est-à-dire que s'il y a des drames, s'il y a de la casse, s'il y a ou des phrases même, on peut imaginer des slogans qui dépassent complètement le point de départ, etc. Et tout ça sera répercuté, mis en avant. Les chaînes d'information continue ont promis de bien suivre cette actualité, ce qui ravit évidemment les gilets jaunes. Et or, les risques, les risques de casse, de conflits, de bagarres sont d'autant plus importants que justement les gilets jaunes n'ont pas ce que les syndicats ou les partis ont, c'est-à-dire une organisation qui leur permet d'éviter ça. Et pourtant, ils n'évitent pas toujours. C'est-à-dire service d'ordre, habitude, culture de l'organisation. Je ne crois pas. Et la police là-dessus va avoir du mal à... Apparemment, on sait que la police a du mal à trouver des interlocuteurs pour discuter, pour en parler, parce qu'on peut aussi mettre la responsabilité. On peut aussi mettre la responsabilité des événements, enfin des problèmes sur le dos du gouvernement. Tout ça est très compliqué. On peut imaginer aisément que des agitateurs vont se greffer dans certaines grandes villes à ce mouvement. Bien sûr. Et puis moi, avec mon regard un peu tordu des médias et des fake news, qui sait si demain... Non mais c'est vrai, on ne peut pas voir dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 2 mois, on va apprendre, comme les Black Blocs, on les a vus, comment ils se sont infiltrés, mais que d'autres personnes se sont infiltrées, ou bien que d'autres personnes ont gonflé les chiffres. Qui sait? On ne sait pas du tout à quoi s'attendre et c'est ce qui est surprenant. Et pour faire la différence aussi entre les 1500 points de blocage prévus par le ministère de l'Intérieur et la centaine de manifestations, on va dire, déclarées officiellement à la préfecture, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'organisation. Et pour déclarer à la préfecture, juste pour expliquer, c'est vrai qu'il faut être une association, une organisation, un syndicat, un parti. Oui. Et justement, les Gilets jaunes sont obligés de passer par des associations existantes. Et c'est là où on voit la difficulté et, encore une fois, l'inconnu. D'où le fait qu'on n'ait qu'un dixième de ces mouvements qui puissent être vraiment déclarés aujourd'hui. Et à cet égard, les 2500 policiers et gendarmes dont on parlait dans notre reportage précédent, puis d'autre côté, ça paraît assez dérisoire quand même pour maîtriser, contrôler tout cela. Alors évidemment, on ne peut pas être partout à la fois. Il va y avoir sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des forces de sécurité, de police et de gendarmerie, sans aucun doute très mobilisées pour des questions de sécurité publique sur la route. Je pense que tout le monde va être quand même totalement dans ses responsabilités. Il y a des enjeux pour tout le monde. Il y a des enjeux effectivement pour les organisateurs de départ de ces mobilisations. Effectivement, des simples problèmes de routiers qui déborderaient, qui se transformeraient en drame serait absolument terrible pour tout le monde. Il y a effectivement des enjeux très importants pour le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas être perçu comme celui qui est arrivé à ce point où des personnes ont été obligées d'en porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique. Donc il y a un enjeu très important aussi pour le gouvernement, évidemment. Il y a des enjeux pour les syndicats, pour les partis politiques aussi. Si ce mouvement perdure, quel positionnement ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont dire si par exemple il y a dans 15 jours, dans une semaine, à nouveau des mobilisations, qu'est-ce que les partis vont dire? Est-ce qu'ils vont continuer à dire est-ce qu'il va y avoir une récupération à ce moment-là? Voilà. Ça, c'est évidemment la question, ça s'adresse à vous aussi. Gabriel Siri, porte-parole du PS. Je pense que la récupération politique, elle est évitée dans tous les cas. C'est pas ce que souhaitent ces manifestants. Non, mais si ça perdure. Alors, si ça perdure, il y aura une tentation. Le rôle du politique, c'est de faire des propositions aussi. Donc, nous, dans le contexte, ce qu'on propose, c'est des mesures en faveur du pouvoir d'achat immédiat, donc l'annulation de la hausse de CSG, par exemple, ou la compensation au moins sur les retraités les plus modestes. On demande le rétablissement du crédit d'impôt transition énergétique. On demande des mesures
immédiate en faveur du pouvoir d'achat qu'on demande déjà depuis un moment. Donc le mouvement, si vous voulez, il vient renforcer la pertinence de ces propositions. On n'a pas attendu le mouvement pour... Non, mais on peut imaginer qu'au sortir de l'opération de demain, il y aura d'autres revendications. Ça va dépasser la simple question du carburant, mais même de tout ce qui est existant, à savoir la CSG, tout ce que vous venez de décrire. Je veux dire, derrière, il y aura forcément d'autres choses qui vont se greffer au fil des slogans qu'on va pouvoir entendre. Donc, il y aura d'autres revendications derrière et peut-être une tentation de récupération politique. Je pense que c'était le sens du commentaire. Bien sûr, normalement, le rôle du politique, c'est effectivement de donner un sens encore plus général et de venir clairement sur la question du pouvoir d'achat. C'est vraiment normalement, là, on est pleinement dans le rôle du politique ou des organisations politiques, c'est de dire aux gens qui portent une revendication assez sectorielle, assez précise, que les mots dont ils pensent souffrir ou dont ils souffrent s'inscrivent dans une thématique beaucoup plus générale. Là, on est vraiment dans le rôle du politique. Et là, j'ai l'impression que pour une fois, peut-être depuis bien longtemps, le politique et le syndicat va être mis à sa juste place, c'est-à-dire au service du peuple. Écoutez ce qu'on a à dire, trouvez-nous des solutions. Si les syndicats, comme les politiques, arrivent justement à proposer, à être force de proposition par rapport à ce qu'on aura entendu sur le terrain, peut-être, qui sait, que les partis politiques et que les syndicats vont redorer leur blason, puisque c'est leur rôle au départ. Puisqu'on parle d'eux, on va écouter un chapelet de réactions du côté des politiques, à commencer par un opposant peut-être sérieux pour le PS en vue des européennes, Yannick Jadot. L'honneur de la politique, la responsabilité de la politique, ça n'est pas de souffler sur les braises, ce n'est pas d'attiser la colère, c'est d'y répondre. Oui, mais et moi, alors, tous ces responsables clairement, vous êtes tout, parce que vous avez d'un côté... Mais moi, c'est très clair. Attendez. Je ne manifesterai pas le 17. D'accord. Ce que raconte le pouvoir est faux. Ce n'est pas une taxe écologique, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut rouler 10 km de moins que ce qui roulait la semaine d'avant. Les gens sont obligés de rouler. Les gens sont très en colère et ils ont raison. Je souhaite le plus grand succès possible le 17 novembre et la plus grande auto-organisation possible. C'est un mouvement légitime, c'est un mouvement qui vient du peuple, c'est un mouvement qui exprime une colère, une exaspération, un ras-le-bol. Le ras-le-bol de l'augmentation incessante des impôts, le ras-le-bol de la baisse permanente du pouvoir d'achat. La France détient le triste record du monde des prélèvements obligatoires, des impôts et des taxes les plus élevés. 1038 milliards d'euros d'impôts et de taxes l'année dernière. Et les Français n'en peuvent plus. Ils le disent et ils ont raison de le dire et je les soutiens dans ce combat. Gabriel Siri, on n'en est pas arrivé à cela du jour au lendemain. C'est aussi le résultat d'années des impôts à ponctionner les Français. C'est pas tout à fait nouveau. C'est pas né de l'année qui vient de s'écouler non plus. Vous avez une responsabilité au niveau du Parti Socialiste de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la rue ? Alors, si vous me demandez... Si même François Hollande a reconnu qu'il avait en son temps taxé le carburant. Oui, mais la taxe, encore une fois, la taxe... Il l'a dit la semaine dernière. Le principe de la taxe sur le carburant, c'est pas un mauvais principe. C'est ce qu'on appelle les taxes pigou en économie. On vient orienter les comportements en haussant le prix d'un bien et en baissant peut-être celui d'un autre. Donc ce que je disais, c'est que ce que nous avons fait, c'est que la taxe sur le diesel a augmenté et dans le même temps, sur l'essence, ça n'a pas bougé, ça a même un petit peu diminué. Donc ça visait à orienter les comportements. Dans le même temps, il y avait des mesures en faveur de la transition énergétique et puis des mesures aussi en faveur d'alternatives, donc des transports en commun. Le tout, c'est d'avoir une vision globale et responsable de la situation et de ne pas mettre des personnes dans des situations très très difficiles à tel point qu'ils ne trouvent pas d'autre manière de s'exprimer que d'aller manifester dans la rue. Et je pense qu'il y a une mesure qui peut être mise en place assez facilement, c'est la hausse du chèque énergie, qui est quelque chose que nous avons mis en place aussi, puisque vous nous renvoyez à nos responsabilités, qui permet aux plus modestes, aux classes moyennes, d'avoir une marge supplémentaire pour payer cette facture. Et pourquoi pas hausser le montant là immédiatement et qui pourrait permettre de compenser aussi cette colère, de trouver une voie de sortie. Mais toutes ces mesures, chèque énergie, est-ce que c'est pas des petites mesures finalement pour atténuer la colère d'aujourd'hui, parce que là on a dépassé tout ça. La moindre mesure ne va pas éteindre le feu.
Voilà, j'ai l'impression que, je me mets à la place de Jacqueline Moreau, celle qui porte bien justement le discours, elle dit c'est pas ce qu'on veut. Elle veut qu'à la fin du mois, j'ai 900 € pour en vivre. Comment je fais pour en vivre? Et les petites mesurettes, c'est ce qu'elle se dit et c'est ce que se disent les gens. Et c'est la raison pour laquelle elle a fait 5 millions de vues tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'ai 900 € pour en vivre et on oublie à quel point il y a une grande partie de la population, une grande partie quand même, de personnes, de mères de famille qui n'ont que 1 000 € par mois pour vivre. Oui. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce qu'on vient de voir, Jean-Luc Mélenchon, il a dit notamment que demain, ça va être le jour du divorce avec la Macronie. Non, je ne pense pas. Je pense que là où les Gilets jaunes ont déjà gagné, en tout cas pour eux, c'est de se dire qu'ils ont réussi à placer le politique en second plan. Donc c'est un peu l'échec des Insoumis aujourd'hui, demain. L'échec des Insoumis, l'échec de tous les politiques. C'est eux qui portent ce combat dans la rue. Et l'échec de tous les politiques, effectivement. Et parce qu'ils ne veulent pas les voir. Alors après, il faudra regarder, lorsque nous, les journalistes, on aura bien fait notre travail avec le temps d'investigation, qui sont vraiment les Gilets jaunes? Personne ne peut répondre à cette question. Alors, les renseignements, en tout cas, ont mené l'enquête, vous le savez, vous l'avez peut-être lu aujourd'hui, sur les initiateurs de ce mouvement. On en a identifié 8. A priori, ils ne sont pas vraiment affiliés à des quelconques partis, ils n'ont pas passé d'agitateurs connus des services, en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Ça pourrait donc être un mouvement tout à fait banal et spontané qui serait en train d'émerger, Bruno Cotresse. C'est sûr que l'inscription des principaux développeurs de ce mouvement hors du champ habituel, du champ idéologique ou partisan habituel, effectivement, nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Ils ont sans doute des préférences idéologiques, ils ont sans doute voté pour des candidats à l'élection présidentielle, évidemment, donc ils sont quelque part, évidemment, dans le tableau de l'espace politique français, on peut, évidemment. Mais en même temps, c'est vrai que ce ne sont pas des personnes qui se sont inscrites dans cette démarche partisane, donc ça traduit encore une fois, on l'a souligné déjà tout à l'heure, à quel point aujourd'hui, dans de très nombreuses démocraties, il y a un côté comme ça un peu de fébrilité démocratique, il y a des insatisfactions, il y a des frustrations qui ne trouvent pas de débouchés dans les systèmes partisans, qui ne trouvent pas de débouchés dans les organisations politiques traditionnelles. Le politique, face à ça, est jamais à l'aise. Il dit il ne faut pas les récupérer. On avait vu aussi la même chose au moment de Nuit debout. Rappelons-nous, les Nuits debout disaient sans arrêt pas de récupération, pas de récupération. Oui. S'il voyait le bout du nez d'un politique, il le jetait, mais ça n'a pas duré, ça s'est évaporé. Et pourtant, on voit que quelque chose s'est créé au moment de Nuit debout. Moi, je fais un lien quand même entre à la fois ce bouillonnement qu'on a eu au printemps 2016 avec Nuit debout. Un peu plus d'un an après, Jean-Luc Mélenchon arrive quasiment 3e de l'élection présidentielle. Et il est à quasiment 20%, presque à égalité avec François Fillon. Donc ça indique quand même que dans cette zone de l'électorat en France, de l'électorat qui conteste les injustices du système socio-économique dans lequel on vit, il y a des frustrations, il y a des tensions, il y a des nombreux Français qui ne trouvent pas le débouché. Donc il y a là un enjeu qui est assez important, me semble-t-il, pour les formations politiques. Oui, le lien peut être fait aussi avec ce qu'on a vu émerger à la suite de la dernière crise économique et financière et le mouvement des indignés. C'était aussi un mouvement très spontané d'occupation de l'espace public. À Wall Street. À Wall Street, à la Porta del Sol à Madrid. Je pense qu'effectivement, sur la question du pouvoir d'achat, il ne s'agit pas simplement de quelques petites mesures, même si elles doivent être prises immédiatement. Nous, c'est ce qu'on défend. Il y a une question beaucoup plus large de répartition des richesses, d'augmentation des inégalités. Aujourd'hui, ce qui est frappant, je trouve, par ce gouvernement, c'est qu'il y a un outil traditionnel qui est utilisé, celui de la politique fiscale, qui est un outil de redistribution. Et ce gouvernement abandonne cet outil en tant qu'outil de redistribution. Donc le gouvernement, sous le quinquennat précédent, il y avait quand même eu la justice fiscale qui avait augmenté. Il faut se ressaisir de cet outil. Et moi, je pense qu'il faut aller même au-delà et ne plus simplement se contenter de redistribution, mais passer à l'action de la distribution des revenus. Et une proposition qui est intéressante, c'est celle de définir un écart maximum de revenus dans l'entreprise. Elle a été faite par les députés socialistes à l'Assemblée nationale il y a peu, parce qu'aujourd'hui, on voit l'explosion, c'est ça aussi, je pense, qui suscite cette indignation, on voit l'explosion de rémunération des grands dirigeants, des dividendes, et sans justification ni éthique, ni économique. Donc on a un vrai sujet de régulation à ce niveau-là, et donc définir cet écart maximum en
taxant par exemple la part supérieure à l'écart maximum qu'on définirait. Enfin, en tout cas, il faut aller au-delà effectivement des petites mesures et puis avoir un... On voit bien la gêne du Parti socialiste par rapport à ça, cette manière de botter en touche, parce qu'évidemment la complication c'est comment approuver un mouvement qui a des revendications qui sont contraires quand même à une politique, le PS prône, qui est une politique environnementale. Donc on déplace un petit peu les questions pour oublier qu'il s'agit d'une taxe sur le carbone. Moi, je suis pas mal à l'aise, vraiment. Je comprends cette colère-là sur la question du pouvoir d'achat. On le dit depuis des mois. C'est vrai qu'il y a un matraquage sur les catégories les plus modestes et sur les classes moyennes. Et il y a un désallègement d'impôts sur les plus aisés. Donc évidemment, au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui déborde, qui fait déborder le vase. Et puis, stop, on doit arrêter d'opposer politique sociale et politique énergétique. C'est un message ce soir, c'est ça. On arrête d'opposer les deux. Un dernier mot, parce que après j'aimerais vous poser une question plus globale pour... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que par rapport à ce que vous disiez sur l'ampleur de ce mouvement, on voit bien que ce mouvement revendique le fait de ne pas être affilié ni à un parti, ni à une organisation, etc. C'est sa force, c'est sa faiblesse. Lorsqu'on se demande s'il va devenir un jour un parti politique, s'il va devenir quelque chose d'autre qu'un mouvement du type Nuit debout, on l'a bien vu pour Nuit debout, il n'y a pas eu justement, parce que Nuit debout avait cette angoisse de la récupération politique, il n'y a pas eu de leader, il n'y a pas eu de programme, il n'y a pas eu quelque chose qui va permettre de mobiliser durablement et de fabriquer un parti. Il n'a peut-être pas vocation à durer. Pour l'instant, c'est dire on ne veut pas de ça. Donc quand on s'inquiète... Si vous nous enlevez la taxe, machin, on arrête tout. C'est ça. Donc c'est un peu... du coup, ça ressemble un peu au bonnet rouge. Vous obtenez ce que vous voulez et peut-être. On arrête. Donc ce que je veux dire, c'est que ça créera un précédent, tout du moins. La non-politisation fait... Le fait qu'il n'existe pas un leader qui soit indiscutable, il y en a 8, c'est beaucoup. C'est 7 de trop, quelque part. Eh bien, fait que ce mouvement peut ne pas être trop dangereux et qui n'évoluera pas pour l'instant, comme on l'a dit, BP Grillo et d'autres mouvements qui sont partis de la base, mais qui ont eu un projet politique qui fait qu'ils finalement ils ont gagné les élections. Christine Kelly, la démocratie, normalement, en général, elle s'exprime avant tout dans les urnes. Là, on est 1 an et demi après l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que, d'une certaine manière, ce qui va se passer demain, c'est aussi la fin qu'on avait pressenti ces derniers mois, mais la fin d'un rêve ou d'un espoir, pour certains, lié à cette nouvelle formation autour d'un président qui était unique en son genre? Oui, moi je fais beaucoup le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui et même l'avènement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, comme vous disiez tout à l'heure, ni droite ni gauche. Emmanuel Macron n'a pas un réel parti politique habituel. Oui. Jean-Luc Mélenchon non plus, Marine Le Pen non plus. C'est intéressant de voir ces nouvelles formations politiques qui existent et qui sont sur le devant de la scène. C'est intéressant de voir justement ces nouvelles égéries qu'on a vues aussi là. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire demain, est-ce que ce n'est pas justement le résultat du ni droite ni gauche, de pas de parti politique? On ne peut pas de tout ça. Finalement, au bout du bout, qu'est-ce qu'on a? Pas peut-être une désorganisation pour ceux qui vont penser négativement, une renaissance, la veille d'une évolution, d'une révolution. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un tournant et que c'est la conséquence de petites choses. Et pour arriver à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que demain, les Gilets jaunes ne vont pas se transformer en parti politique, mais il en restera quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Merci à tous les quatre. C'était le mot de la fin. Parfaite synthèse, ma chère Christine Kelly, comme toujours. C'était le mot de la fin. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Évidemment, je vous rappelle ce rendez-vous parce que la journée va être dense et riche d'informations demain également. 7h du matin, prise d'antenne sur CNews. Vous le voyez, journée spéciale Gilets jaunes. Ça va faire plaisir à Isabelle Vera-Masson qui nous disait que les médias aussi contribuaient à faire de ce mouvement ce qu'il va être, sans doute. En tout cas, on est intégré à ce mouvement. Et pour ma part, je vous retrouverai pour vivre toutes ces heures des Gilets jaunes dès 18h. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'actu. Un nouveau JT à suivre sur CNews. Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur CNews. C'est la suite de Punchline, tout de suite marquée par un nouveau rendez-vous de l'actualité. À commencer, bien sûr, par l'événement de ce samedi. Les Gilets jaunes qui annoncent la couleur. Demain, la France sera à l'arrêt. Ça, c'est la promesse. Mais alors, quelle sera réellement l'ampleur de ce mouvement? Que prévoit-il? Et où seront les principaux points de blocage? On va se poser la question. On va faire une radiographie de cette situation dans un instant avec Samy Sfaxi de la rédaction. À tout de suite. Bloquer le pays n'est pas acceptable. Édouard Philippe met en garde les Gilets jaunes à quelques heures seulement du début des blocages. Vous l'entendrez, le Premier ministre.
Nouveau rebondissement dans l'interminable affaire Grégory. La garde à vue de Muriel Boll a été annulée par le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle qu'à l'époque, la jeune femme n'avait que 15 ans. Et puis Theresa May, sur tous les fronts, un projet d'accord a été trouvé entre Londres et Bruxelles. Encore faut-il que le Parlement britannique l'accepte. Pour l'heure, la Première ministre britannique fait face à la défiance de plusieurs parlementaires. Alors qu'il est, on en est donc au dernier préparatif et au premier tour de chauffe aussi pour certains des Gilets jaunes. Je rappelle que demain, des milliers de Français s'apprêtent à paralyser le pays. Ce sont leurs mots. 1500 manifestations, a priori, prévues sur le territoire. Nos équipes, d'ailleurs, ont pu rencontrer l'un de ces participants à l'opération. Regardez. 180 km aller-retour tous les jours pour se rendre à son travail. À 36 ans, Thomas est ce qu'on appelle un gros rouleur. Des kilomètres qui pèsent lourd sur son budget. Ce qui fait à peu près un plein, voire un plein et demi par semaine. Le budget essence est à 400 €. Ça commence à faire beaucoup. Donc on est obligé de rogner sur tous les loisirs, etc. pour essayer de pouvoir aller travailler à la fin du mois. Ça commence à devenir embêtant. Alors ce vendeur en téléphonie mobile a décidé de mobiliser autour de lui pour faire entendre son exaspération au sujet des hausses de taxes sur le carburant. La page Facebook qu'il a créée pour demain rassemble plus de 1000 personnes et si la participation est difficile à quantifier, Thomas est confiant. Depuis une petite semaine, on sent que ça se réveille quand même, on sent que ça prend forme et que de plus en plus de gilets font leur apparition sur les tableaux de bord. Un optimisme conforté par certaines rencontres dans la rue. Pourquoi vous avez le gilet jaune Parce qu'on en a marre de tout. Moi, je suis aide à domicile, donc il faut que je me déplace beaucoup, puis l'essence, quoi. Et ce ne sont pas les annonces du Premier ministre mercredi qui ont calmé le ras-le-bol de Thomas. Si le rassemblement est prévu pour 9 h samedi, ce gilet jaune ne se prononce pas sur une heure de fin et assure que le blocage pourrait durer toute la nuit. Voilà, reportage préparé par nos équipes, bien sûr, en région notamment, et commenté par Guillemette Allard. C'est donc un raz-de-marée jaune qui s'apprête à déferler sur les routes. Samy Sfaxi, bonsoir, vous avez fait le point un petit peu, vous êtes renseigné dans la rédaction. On dénombre pas moins de 1500 lieux de manifestation. Oui, bonsoir Nelly, une mobilisation en effet qui devrait être très suivie. Regardez cette carte. Elle est remplie de pictogrammes jaunes. Vous la connaissez, vous l'avez montré tout à l'heure. Elle a été consultée, et c'est important de le dire, par plus de 15 millions de fois. Alors on ne sait pas des organisateurs, mais aussi des simples citoyens qui veulent savoir comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour cette grande journée de samedi. Elle recense les intentions de blocage. Plus de 1500 manifestations sont prévues. Mais attention Nelly, ce ne sont que des intentions. Pour l'instant, seule une centaine de manifestations a été déclarée auprès de la préfecture, et c'est tout le problème pour les forces de sécurité, savoir où déployer les moyens mobiles. Et on s'est entretenu cet après-midi avec plusieurs spécialistes de la sécurité. Ils nous ont confirmé que les services de renseignement étaient sur le pont déjà depuis plusieurs jours pour connaître, pour faire remonter les informations depuis la DGSI, mais aussi depuis les services de renseignement territoriaux, les anciens RG. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont des informateurs pour connaître le maillage territorial. 2500 CRS sont mobilisés, vous l'avez vu il y a un instant, des gendarmes mobiles à travers toute la France, des hélicoptères dans les grandes villes pour surveiller, pour repérer où seront les gilets jaunes. Priorité au centre névralgique du pays, ne pas que ces centres soient bloqués, les aéroports, les gares routières, mais aussi les axes routiers, le périphérique parisien, le périphérique nantais, on en parlera tout à l'heure. Et d'ailleurs, les sociétés d'autoroutes appellent ce soir à ne pas emprunter les autoroutes, car ils craignent évidemment d'importants blocages. Ça, c'est pour le dispositif sécuritaire. Il y a un autre dispositif, puisque la rédaction aussi va être un peu en ébullition. Ça commence dès 7 h. À quoi ça va ressembler sur l'antenne de CNews? Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera aux 4 coins de la France, littéralement à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris et à Marseille. Regardez, d'ailleurs, on vous a fait cette carte. Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lille. On va commencer par Marseille, où la gare Saint-Charles, où le Vieux-Port et la Rocade L2 seront visés, on en est sûr, par des opérations de blocage. Il y aura aussi également des barrages filtrants au niveau des péages du tunnel du Prado. On va maintenant aller voir du côté de Lille, où plusieurs points
points de rendez-vous sont également prévus dans différents centres commerciaux. Vous les voyez sur ce parking. Une marche des Gilets jaunes est aussi prévue dans le centre-ville à partir de 14h30 demain. Et puis à Nantes, selon nos correspondants, eh bien, les mobilisations pourraient commencer dès 7h du matin. On sait déjà, elle a été déclarée auprès de la préfecture, que le périphérique nantais sera bloqué, en tout cas sera fortement ralenti. Édition spéciale dès demain à partir de 7h. Toute la rédaction de CNews est mobilisée évidemment. Merci beaucoup pour ces premiers éléments d'information. Dans le reste de l'actualité, c'est une épreuve de force qui se profile à quelques heures maintenant de ce mouvement. Christophe Castaner a prévenu mardi, partout où il y aura blocage, les forces de l'ordre interviendront. Bis repetita aujourd'hui avec Édouard Philippe, le Premier ministre en déplacement à Linas dans l'Essonne. On va l'écouter. On peut manifester, mais bloquer un pays alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain, n'est évidemment pas acceptable. Nous serons donc très attentifs, très concentrés, très vigilants pour faire en sorte que la liberté de manifester soit respectée, mais que la liberté de circulation soit également garantie. J'ai eu l'occasion de le dire, nous serons avec le ministre de l'Intérieur, avec l'ensemble du gouvernement, avec l'ensemble des forces de police et de gendarmerie, extrêmement vigilants, respectueux bien entendu des libertés, mais soucieux de garantir un haut niveau de sécurité à nos compatriotes. Un mot de l'actualité judiciaire. Sachez que la mère de la petite Serena a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Je vous rappelle qu'elle avait dissimulé sa fillette pendant près de 2 ans avant qu'elle ne soit découverte dans le coffre d'une voiture. C'était en 2013. Et puis, sa vie a été marquée par les rebondissements de l'affaire Grégory. La garde à vue de Muriel Boll a été annulée par le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle qu'à l'époque, elle n'était âgée que de 15 ans. On va revenir aux faits avec Sophie Gauthier. Lorsqu'elle est placée en garde à vue dans l'affaire du petit Grégory, Muriel Boll n'est âgée que de 15 ans. En 1984, les mineurs ne bénéficient pas de mesures spécifiques, ni de la présence d'un avocat, ni de la notification du droit de se taire. Muriel Boll estimait que ses droits avaient été bafoués et avait saisi le Conseil constitutionnel. Il s'est prononcé en sa faveur. Sa garde à vue est inconstitutionnelle. Il est complètement invraisemblable qu'on attende 34 ans pour examiner la validité d'un document qui est contesté depuis le départ, dès le début. Muriel s'est rétractée 3 jours après et depuis elle n'a pas varié. C'est lors de cette garde à vue que Muriel Boll avait mis en cause son beau-frère Bernard Laroche dans l'enlèvement du petit Grégory, avant de se rétracter. Un témoignage clé qui avait entraîné de lourdes conséquences, jusqu'à l'assassinat de l'homme par le père de l'enfant. Ce témoignage pourrait être désormais rayé de l'enquête. Ce qu'on appelle les aveux de Muriel sont indirectement annulés par le Conseil constitutionnel. C'est sans doute la Cour de cassation ou la Cour d'appel qui procédera à l'annulation. Donc elle est redevenue un citoyen lambda et elle souhaite plus être inquiétée. Quand je dis inquiétée, je devrais être persécutée, comme elle l'a été pendant 34 ans dans cette affaire pour rien. 34 ans après les faits, l'enquête autour de la mort du petit Grégory piétine et reste l'une des plus grandes affaires criminelles non résolues. Theresa May plie mais ne rompt pas. La Première ministre britannique affiche sa détermination à aller jusqu'au bout de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, et ce, malgré la vague de démissions au sein de son cabinet. Elle a d'ailleurs nommé un nouveau ministre en charge du Brexit. Mais alors, que pensent les Britanniques de cette situation assez confuse? On voit ça avec Cassandre Mallet. Le Royaume-Uni entier plongé dans la confusion. Après la finalisation du projet d'accord sur le Brexit mercredi, la classe politique britannique se déchire et les citoyens sont déboussolés. Dans cette petite ville du sud de l'Angleterre, les habitants expriment leur désillusion et leurs inquiétudes. Tout cela est devenu totalement incontrôlable. Nous ne contrôlons ni nos vies, ni nos destins. Je ne vois vraiment pas comment cela va se terminer, mais je ne pense pas que cela va se terminer comme nous l'espérions quand nous avons voté. À Londres, les citoyens critiquent l'attitude de leurs dirigeants et le manque d'informations. Je pense que Theresa May devrait démissionner quoi qu'il advienne. Vous savez, je pense que les gens sont frustrés car on nous a vendu un rêve alors que finalement personne ne savait ce qu'il se passerait réellement. Oh, c'est juste un bon moment pour faire un second référendum car les gens ont voté pour quelque chose qui leur était inconnu. Maintenant, on sait un peu plus vers quoi nous nous dirigeons. Theresa May doit maintenant réussir à obtenir le vote des parlementaires britanniques sur le projet d'accord. Si elle n'y parvient pas, nouvel accord
Absence d'accord, tous les scénarios, ou presque, sont désormais imaginables. Dans un instant, votre rendez-vous de 20h foot, Julien Pasquet et ses invités. On se retrouve après.